Bonjour à tous. On va démarrer le webinaire d'ici 1 ou 2 minutes, le temps que les derniers participants puissent se connecter. Euh, pour info, toutes les questions, vous pouvez les poser au travers du flux de discussion qui est sur la plateforme Webikeo, et on y répondra en fin de séance, vers 11h40 à peu près, pour traiter l'ensemble de ces questions. Voilà. Je recoupe mon micro et on le réallume d'ici 2 minutes. À tout de suite. Donc, rebonjour à tous, on va démarrer le webinaire du jour. Donc, autour de la table virtuelle, nous avons donc la chance d'avoir Madame Doazan qui va apporter le témoignage de la DGEFP sur le sujet du jour. Puis également de Julien Dimaz qui fera des retours d'expérience croisés avec plusieurs illustrations très concrètes. Je vous propose qu'on démarre pour ce webinaire. Donc, la thématique, c'est comment votre service informatique modifie la reprise de votre activité post-Covid. Donc, c'est un webinaire qui traite donc de la thématique de continuité, notamment d'activité, de reprise d'activité dans le contexte actuel, parce qu'on s'est rendu compte, et ça c'est global, que ça a accéléré fortement en fait la transformation numérique des entreprises et des organisations publiques. Notamment en faisant gagner à peu près 6 ans en moyenne sur la construction et la mise à disposition de nouveaux produits, de nouveaux usages, de nouvelles pratiques, etc., etc. Et donc, tout ça, en fait, finalement, ça pousse beaucoup les services de la DSI et plus globalement la dimension numérique dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, à un upgrade organisationnel et technique. On a pris ce petit jeu de mots pour montrer qu'il fallait vraiment passer en fait à la nouvelle version de l'organisation et de la dimension et des services IT pour arriver à faire en sorte de mieux maîtriser les impacts potentiels du post-Covid. Et encore, je ne sais même pas si on peut parler de post-Covid, mais plutôt de avec Covid, qui est certainement plus pertinent dans le contexte actuel. Donc, il y a un vrai enjeu pour arriver à maîtriser la continuité d'activité d'abord, la qualité des services, et puis d'arriver à monitorer en permanence la maîtrise des risques. Donc, l'idée, c'est de vous présenter aujourd'hui donc des retours d'expérience et des témoignages. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Madame Doazan, d'apporter votre contribution. Et Julien parlera justement de ce kit de continuité d'activité innovant qui a déjà été mis en place auprès de plusieurs dizaines de clients, qui comprend notamment la capacité de diagnostic, la capacité de planification et de maîtrise de la qualité de service, et la mise en œuvre des moyens de continuité d'activité, et également, bien évidemment, le plan d'accompagnement au changement qui est nécessaire à un tel dispositif. Alors, ce que je vous propose,
j'ai du mal à résister à la tentation, donc on va juste prendre rapidement un point pour quelques minutes pour se présenter. Donc, Novean est un cabinet de conseil qui est composé de 140 collaborateurs, à peu près 200 clients en moyenne, c'est une base établie. Donc avec des retours d'expérience croisés dans des secteurs très variés, à la fois du public, de la protection sociale, du secteur banque assurance, avec un chiffre d'affaires qui représente en 2019 16 millions d'euros et une part de ces capacités-là est réinvestie toujours dans une logique de R&D. Donc on est en refonte et en réflexion permanente pour apporter la meilleure innovation à nos clients. En termes d'organisation, donc, nos activités s'organisent autour de deux grands domaines de savoir-faire. L'accélération digitale, qui s'appuie sur un savoir-faire d'innovation et de projet numérique qui donne en fait le cadre d'exécution, la stratégie numérique des organisations, qui aide à caler le choix des solutions, qui accompagne la transformation des fondations de la DSI. Un savoir-faire autour du Project Office et du PMO pour accompagner la mise en place du bureau de projet, l'animation du portefeuille, l'animation des programmes et l'animation des projets pour arriver notamment à les mettre sous contrôle sécurisé, sous tension, et également d'accompagner en fait cette montée en maturité avec des aspects de formation, des PMO et des chefs de projet pour faire en sorte que la culture globale de pilotage gagne en maturité. Il y a une troisième partie qui est un domaine appliqué dans lequel finalement on va retrouver des sujets qui s'appliquent en ce moment pas mal au territoire intelligent, mais pas que finalement, parce qu'on est sur des sujets de valorisation de la donnée, de gestion de la relation client, gestion de la relation usager, et globalement de la performance de la data qui est au croisement en fait de plusieurs besoins. On retrouve beaucoup ça dans les territoires intelligents parce qu'il y a une réflexion extrêmement active sur le fait d'arriver à valoriser cette donnée, le croisement de ces données au bénéfice des différentes collectivités. Un deuxième grand domaine qui est la partie processus et technologie, dans lequel on va retrouver l'installation et la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance, à la fois sur la partie portefeuille, projet et programme, mais également sur la partie de service management pour arriver à faire vraiment un dispositif clé en main de la fabrication des services jusqu'au pilotage des services et d'avoir les dispositifs en termes de processus et de technologie pour arriver à les animer. Et bien évidemment, quand on les met en place, on a à cœur que ça fonctionne bien. Donc, pour les clients qui le souhaitent, on met en place soit dans leur contexte, soit dans le contexte de Novean, parce qu'on a une infrastructure de centre de service qui nous permet en fait de maintenir ces dispositifs de pilotage et faire en sorte qu'ils soient toujours à niveau et dans le contexte actuel aussi, qu'ils soient avec le niveau de continuité d'activité qui est nécessaire pour avoir la bonne vision du pilotage. Voilà, alors l'objet du webinaire du jour est bien évidemment de parler de la thématique qui nous intéresse. Sur cette thématique, peut-être pour démarrer, Julien, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments d'information sur le contexte et les enjeux qui sont traités dans le business case qui nous intéresse? Alors oui, effectivement, nous allons commencer par un rapide contexte et enjeu effectivement de ce business case et des retours d'expérience que nous avons effectués auprès de nombreux clients. Sur le contexte, effectivement, chaque organisation, quelle que soit sa taille, que vous soyez effectivement côté secteur public, secteur privé, ou quel que soit son secteur d'activité, a été confronté effectivement à cette crise Covid, où aujourd'hui effectivement chaque organisation est un petit peu dans l'incertitude. Est-ce que voilà, nous allons rentrer dans une deuxième vague dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Donc ça effectivement c'est un contexte très particulier que nous vivons, mais qui témoigne, on le verra à travers des exemples chiffrés, qui montrent effectivement une évolution claire des pratiques du mode de travail. On se dirige clairement vers un mix travail sur site et télétravail, travail à distance, voilà, qui est quasiment irréversible, et on imagine mal au sein des organisations un retour en arrière dans une ère post-Covid. Donc ça, voilà, c'est le premier élément de contexte. Deuxième élément par rapport aux enjeux, effectivement, à travers différents échanges, je dirais variés, à la fois nos clients publics et nos clients privés, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une interrogation, il y avait un besoin latent
pour effectivement réfléchir sur des questions du type d'efficience, de qualité, de bien-être au travail. Et voilà, comment le faire dans une crise. Et ce que nous a apporté effectivement ces différents échanges à travers nos clients, c'est qu'il y avait un levier qu'il fallait effectivement mettre en œuvre, qui est le levier de la transformation du numérique. Et c'est quelque chose, on va le voir à travers les trois illustrations, quelque chose de voilà de concret et avec un gage de résultats qu'on souhaitait de mettre en œuvre. C'est pas une transformation numérique entre guillemets pour faire de la transformation numérique. C'est pas déployer une solution pour déployer une solution. C'est vraiment déployer une solution à la fois métier ou je dirais bureautique pour amener une meilleure efficacité ou un meilleur bien-être pour chacun et chacune des collaborateurs. Alors peut-être, Julien, tu peux nous donner quelques éléments chiffrés pour illustrer cette évolution? Alors, effectivement, sur ces éléments chiffrés, donc là voilà, vous avez cinq éléments chiffrés. Donc sur le haut de la slide, effectivement, par rapport à la littérature, effectivement, on voit qu'il y a une évolution majeure qui va vers un mix, effectivement, travail sur site et travail à distance qui est relativement clair, hein, puisque si on prend la période avant mars 2019, on avait 3% des collaborateurs qui travaillaient, je dirais, à distance, en mode télétravail. On est passé à 40% donc, de mars 2020 à aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans les différentes enquêtes de sondage, on a effectivement 71% des collaborateurs qui pensent effectivement faire du télétravail alors qu'ils n'avaient pas fait auparavant. Donc là, on est clairement sur une norme qui va aboutir demain et après-demain. Autre élément chiffré, c'est une enquête que Novéan a réalisée donc auprès de ses clients et plus, je dirais, typé collectivité territoriale. Et là, effectivement, ce qu'on voit clairement par rapport aux besoins et par rapport aux attentes de nos clients, c'est que ils ont envie, voilà, de prendre ce virage numérique. Et comme le rappelait tout à l'heure Vincent, ils ont envie d'accélérer effectivement ce virage de transformation numérique, puisque effectivement c'est le contexte effectivement qui le bonifie, mais c'est aussi des attentes qui sont latentes à la fois en interne de la part de chacun des collaborateurs, mais aussi de l'externe vis-à-vis des usagers. Si on prend une collectivité territoriale, une ville, un département, une région. Donc, sur les trois points à retenir, effectivement, la transformation numérique devient une évidence. Le déploiement de nouvelles solutions numériques l'est également. Et enfin, on se dirige effectivement vers une nouvelle norme de pratique de travail. Voilà pour planter, je dirais, un petit peu le décor avant d'aller dans le concret, dans l'opérationnel. D'accord, bah justement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as constaté donc au travers de ces différentes expériences, qu'est-ce que tu as constaté comme valeur directement créée avec cette approche-là? Je prends le sujet un petit peu par la fin, mais c'est pour justement matérialiser les bénéfices qu'on va trouver au travers de la mise en place de ce kit. Effectivement, sur ta question, ce qu'on a vu auprès des dizaines de clients sur lesquels on a réalisé ce type de prestation, c'est trois éléments. Premier élément, voilà, il faut faire le bon diagnostic pour avoir les bonnes décisions. Donc ça, c'est un élément là qui peut paraître effectivement voilà, facile à mettre en œuvre, mais si on loupe clairement cette première phase, ensuite la transformation numérique se passe très mal. Donc ça, effectivement, voilà, selon votre organisation, selon votre taille, selon votre maturité numérique, effectivement, vous n'allez pas aller forcément aussi vite ou aussi loin pour mettre en œuvre un projet de transformation numérique. Et là, effectivement, dans cette première phase qu'on va voir sur la slide après, effectivement, il faut effectivement matérialiser, avoir une vue 360, une vue globale pour voir sur les différentes composantes où en est votre organisation. Est-ce que voilà, vous avez déjà un temps d'avance par rapport à l'ensemble des organisations, ou est-ce que effectivement vous avez uniquement commencé à initier effectivement cette démarche numérique. Deuxième point,
c'est sur effectivement des concrétisations à la fois pas à pas et vers une cible à long terme. Donc là, voilà, c'est un parti pris qu'a aujourd'hui le cabinet Novean. Je dirais que c'est pas uniquement effectivement de faire un diagnostic et ensuite de se dire voilà, monsieur le client, à vous de jouer, à vous de mettre en œuvre. On est dans une logique de co-construction, d'accompagnement, de personnalisation et de se dire voilà, dès la première phase d'évaluation de la maturité numérique, on va donner des gages de résultats, des gages de réussite à l'ensemble de vos collaborateurs. On verra, c'est ce qu'on appelle effectivement les actions quick win ou des actions à très court terme. C'est de se dire, voilà, au bout de quelques mois, il y aura déjà des bienfaits, des réussites pour chacun de vos collaborateurs. Et ensuite, effectivement, on est aussi sur une cible à long terme. Donc, faut effectivement allier les deux. C'est de se dire, effectivement, il faut aussi donner de la visibilité. Il faut aussi donner un horizon à chacun de vos agents ou à chacun de vos salariés. Et après, voilà, je dirais que c'est ce qui permet aussi de rendre attractive votre organisation. À la fois, effectivement, que vos collaborateurs, effectivement, se sentent bien et décident, effectivement, de rester dans chacune de vos sociétés. Et c'est aussi la possibilité d'attirer de nouveaux talents. Quelle que soit l'organisation sur laquelle vous êtes, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, il y a une concurrence pour récupérer voilà, les meilleurs talents et les meilleurs profits. Et troisième élément, une mesure effectivement constante de l'appropriation numérique. Donc là, c'est ce qu'on peut appeler plus globalement l'accompagnement au changement ou la conduite du changement. C'est-à-dire que c'est des éléments qui doivent être faits à chaque phase d'un projet de transformation numérique. Donc du début, pour effectivement, à travers un sponsor, donc plutôt de type direction générale, de montrer qu'effectivement un nouveau chemin, une nouvelle voie va être insufflé dans les 3 ou 5 prochaines années. Et le faire, voilà, je dirais pas à pas, pour vraiment montrer effectivement qu'on a des succès. Et ça, c'est les 3 points sur lesquels je souhaitais mettre en avant les retours d'expérience et le business case qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord, donc c'est très intéressant. Donc ce qu'il faut retenir des points que tu évoques, effectivement, il y a un sujet de savoir d'où on part, et ça, il faut pas se tromper sur le point de départ parce que on a vu beaucoup de cas de figure où, hélas, ça partait pas du bon pied, et donc après, la trajectoire, forcément, part pas bien. On est dans un contexte qui est effectivement émouvant, donc je comprends de ce que tu évoques, Julien, quelque part, il y a un besoin de regagner la confiance, quelque part, en concrétisant cette logique de pas à pas, c'est d'essayer de redonner confiance dans le futur et la façon de se remettre dans des nouveaux modes de travail, notamment en gardant le sens et la finalité de cette transformation finalement. Et le sens et la finalité, on va la trouver plutôt dans la cible à long terme, c'est qu'en l'expliquant, on arrive à bien comprendre pourquoi on va dans ce sens-là et pourquoi on fait des petits pas et parfois pourquoi on fait un pas à gauche, un pas à droite, mais finalement on continue à avancer concrètement. Et avec un point de vigilance que tu évoques, c'est d'être systématiquement en mesure pour s'assurer que toute cette transformation-là innerve bien l'ensemble de l'organisation ou de l'entreprise pour faire en sorte que il y ait personne qui soit laissé un peu sur le bas-côté, si je prenais une mauvaise expression peut-être, c'est de s'assurer qu'il y a un bon enrôlement de l'ensemble des forces vives. Et finalement, cette transformation, alors c'est un point qui est intéressant, le plus, c'est que une fois qu'elle s'est opérée, ça devient vraiment un facteur d'attractivité pour des talents, de rétention également de ces talents-là, pour faire en sorte de garder les forces vives. Et Dieu sait que dans des contextes un peu incertains, c'est souvent un sujet un petit peu délicat. Et donc, merci pour tout ça. En termes d'illustrations concrètes, donc peut-être que tu as quelques illustrations concrètes à nous présenter sur ce sujet. Tout à fait. Là, ce que je vous propose effectivement, c'est de rentrer davantage effectivement dans la méthodologie et dans l'approche qu'a eu donc le cabinet Novean. C'est de revoir effectivement premier temps donc la partie évaluation diagnostique, deuxième temps les actions effectivement gage de réussite, action quick win, et troisième temps effectivement l'horizon à long terme, donc 3-5 ans. Allons-y. Sur ce premier élément, donc ce que je rappelais, donc faire le bon diagnostic pour prendre les bonnes décisions. Effectivement, là, l'objectif, c'est effectivement d'avoir une vision 360 sur l'ensemble des composantes pour justement imaginer voilà les actions à court terme et à long terme. Donc là où sur le schéma, effectivement, vous avez différentes composantes. Donc première composante qui peut paraître banale, mais effectivement qui est centrale, l'architecture ASSI, puisqu'effectivement, à partir du moment où on privilégie le travail à distance,
on imagine un mixte travail à distance, effectivement travail sur site, il faut avoir une bonne base, une bonne architecture ici qui soit solide et robuste. Clairement, hein, si je prends des exemples que vous devez vivre au quotidien, effectivement, c'est de se dire, est-ce que quand je suis chez moi, à distance, j'accède à toutes les applications métiers ou toutes les applications de bureautique? Est-ce que j'accède au bon réseau? Est-ce que le fait, dans mon organisation, c'était peut-être le cas, effectivement, avant la crise Covid, où sur une organisation de 1000, il y avait effectivement peut-être 100 collaborateurs qui faisaient du télétravail. Est-ce que quand la jauge passe de 100 à 950, est-ce qu'on a la même performance? Donc ça, voilà, c'est un premier élément effectivement qu'il faut avoir en tête. Ensuite, deuxième composante par rapport aux services et applications, effectivement, c'est de s'interroger. Est-ce que les applications que j'utilisais quand j'étais à la tour ou à l'immeuble de mon organisation, est-ce que j'ai besoin, je dirais, de ces mêmes applications demain ou même aujourd'hui, hein, en mode télétravail? Donc, on y reviendra sur les illustrations ensuite, mais après, voilà, c'est des solutions, voilà, faire une conf call à distance, comment je partage des documents en mode coédition, c'est des choses sur lesquelles, effectivement, on s'interrogeait peut-être pas ou peut-être moins fortement, en tout cas avant justement cette crise Covid. Autre composante sur la thématique RH, là c'est une thématique globale, mais c'est aussi de s'interroger sur les modes de pratique au travail. Est-ce que cette crise-là, effectivement, le fait d'envisager effectivement un travail à distance, est-ce qu'il faut imaginer dans les organisations, par exemple, une charte de télétravail? Donc ça, c'est clairement effectivement un point qui est important. C'est de se dire aussi, en fonction des organisations, en fonction de la maturité numérique que vous avez, est-ce qu'il y a des personnes où il ne faut pas, par exemple, les former à des outils de bureautique, les former à des applications métiers qui n'utilisaient peut-être pas forcément avant, ou qu'ils utilisaient de manière, je dirais, un petit peu collective entre collègues, et là, je dirais, ils se retrouvent un peu seuls ou de manière individuelle devant leur PC avec peut-être des difficultés particulières. Troisième élément, marketing et communication. Donc là, dans tout projet, hein, qu'on soit sur un projet de transformation numérique, que vous soyez sur d'autres projets de déploiement, effectivement, il y a un côté marketing et communication qui est relativement important, puisque c'est comme ça que vous allez aussi embarquer chacun de vos collaborateurs. Enfin, sur la partie risque, effectivement, il faut voir effectivement quels sont, je dirais, les avantages ou quels sont les points forts de votre organisation et quels sont uniquement les points améliorés. Ce qui permet ensuite de définir effectivement votre propre culture du numérique, qui va être voilà peut-être plus focalisée sur la partie RH et moins sur la partie architecture SI, et une autre organisation sera fait différemment. Donc là, voilà, c'est pour vous montrer de manière globale les différentes composantes. Ensuite, en termes de méthodologie associée, effectivement, c'est un sujet pour lequel Nova ne le fait pas en chambre, hein. L'objectif, c'est effectivement de pas rencontrer une seule fois le client et ensuite, voilà, en chambre, effectivement, on vous fait des préconisations. C'est quelque chose, effectivement, qui se fait à travers des ateliers de travail avec l'ensemble, effectivement, des parties prenantes. Et quand j'indique effectivement ensemble des parties prenantes, c'est effectivement la direction générale, la DSI, les directions métiers, voire potentiellement des utilisateurs finaux. Donc nous partons de la partie de la partie atelier de travail pour arriver sur une partie effectivement préconisation, action quick win et action à long terme. Ce que vous voyez sur la partie gauche du slide, c'est qu'effectivement, au-delà d'un diagnostic qu'on va co-construire avec vous, il y a aussi la possibilité en amont de cette phase de faire un autodiagnostic,
puisque c'est des choses qu'on a fait une dizaine de fois chez nos clients. Donc, on peut déjà vous mettre à disposition un questionnaire clé en main pour que vous avanciez sur ce type de sujet. Autodiagnostic et benchmark, du coup, hein, c'est Tout à fait. vraiment intéressant. Ok, donc ça c'est pour la partie arriver en fait à situer le point de départ. Donc deuxième partie, on a des résultats très rapides, hein. Deuxième point, effectivement des premiers résultats en quelques mois. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de vous mettre à disposition des actions rapides et surtout des actions qui soient à faible coût. Là, nous ne sommes pas du tout dans une logique de coûts financiers, coûts supplémentaires ou de charges de travail supplémentaires pour chacun des agents. Donc là, vous avez différentes bonnes pratiques à adopter. Donc la première, c'est mettre en place une gouvernance adaptée. Les CODIR, les COPIL que vous faisiez avant au sein de votre organisation, aujourd'hui, vous les faites à distance. Et du coup, effectivement, il faut conserver cette cohésion d'équipe qu'on n'a pas forcément quand on se voit pas ou quand on n'échange pas, par exemple, sur des choses très simples, hein, se voir à la machine à café, échanger ou toquer à la porte du bureau d'à côté. Donc là, on est aussi dans un contexte qui est davantage particulier. Mm-hmm. À travers les retours d'expérience de nos clients, nous avons vu une utilisation accrue de certains outils. Donc, vous en avez certainement reconnu, donc que ce soit Teams, que ce soit Slack, que ce soit Webex, pour lequel on va favoriser la transformation numérique, ce qui permet de communiquer de manière instantanée, ce qui permet de partager un certain nombre de sujets, et ce qui permet surtout, à travers ces bonnes pratiques, de tenir aussi les délais. Puisque même si nous sommes dans une crise particulière, les projets continuent à avancer. Nous avons toujours effectivement des délais à tenir. Donc l'objectif, c'est que nous ne soyons pas effectivement dans une dynamique où on va reculer effectivement les différentes échéances. Troisième bonne pratique, privilégier les ateliers courts et limiter autant que possible le nombre de participants. Donc là, c'est clairement la bonne pratique à adopter dès aujourd'hui. Faire une réunion ou faire un atelier où on aurait 20 personnes à distance, ça va être synonyme effectivement de gâchis, puisque au bout du compte, au bout d'une heure ou au bout de 2 heures de réunion, au final, il n'y aura pas forcément de décisions qui vont être prises. Donc là, si on peut limiter à, je dirais, 6-8 personnes, avec la possibilité, pourquoi pas, de faire 2 ateliers au lieu d'un, mais ce qui permettra effectivement d'être davantage dans l'efficacité. Et troisième point sur les bonnes pratiques, c'est ne pas hésiter effectivement à communiquer sur chacune des avancées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de moteur et c'est quelque chose qui va vous permettre effectivement d'avancer et de réussir vos projets. Ok, très bien. À noter, je crois qu'on a fait quelques séminaires aussi avec Klaxoon à distance dans des configurations complètement dématérialisées et ça fait l'objet d'ailleurs d'un webinaire précédent avec des résultats très étonnants et extrêmement productifs dans un contexte parfois à distance. Troisième aspect, donc là, on voit l'impact plus long terme, et encore quand je parle long terme, on n'est pas non plus à 10 ans, donc ça reste maîtrisé. Qu'est-ce que tu constates, Julien, en termes de retour d'expérience? Sur cette partie-là, effectivement, nous sommes sur des actions à long terme. Nous l'avons fait sur 3-4 collectivités territoriales qui ont décidé d'insuffler une culture vers le 100% collaboratif et 100% mobilité. Donc, sur l'exemple que vous avez sur la slide, nous sommes sur un projet sur 4 ans. La fourchette par rapport à nos clients, nous sommes sur des échéances entre 3 et 5 ans.
Et nous sommes sur des choses voilà, d'ampleur qui vont remettre en cause, des solutions, des migrations de différentes solutions ou l'achat de nouvelles solutions. Pour aller dans cette direction du 100% collaboratif et 100% mobilité, il faut effectivement voilà, changer je dirais de logiciel et ça passe sur la mobilité. C'est-à-dire, par exemple, passer voilà, d'un bureau avec un PC fixe à 100% 100% des bureaux avec un PC mobile, qui permet effectivement de switcher en mode télétravail et en mode travail sur site. C'est aussi effectivement imaginer de faciliter les échanges avec les collaborateurs. Et là, aujourd'hui, on a différentes solutions qui peuvent être utilisées de type Skype, de type Teams, qui permet de manière beaucoup moins formelle et de manière beaucoup plus rapide d'échanger entre collègues. Autre élément, c'est peut-être pas d'interdire, mais de minimiser au maximum le fait d'enregistrer sur son PC un certain nombre de documents et de le mettre davantage sur un Drive ou de le mettre sur un SharePoint, sur un Teams, de telle manière que ce soit des documents qui soient totalement mutualisés, partagés, pour qu'on soit en mode projet et en mode coédition. Point d'attention, ça doit être aussi des ressources et des documents qui doivent être sécurisés. Parce que quand on est en mode télétravail, effectivement, on est sur le réseau de votre organisation, mais il peut apparaître des failles de sécurité. Donc ça, c'est aussi un élément qu'il faut mettre en place. Donc, voilà un peu pour vous brosser, je dirais, l'avant, l'après, pour passer vers une feuille de route 100% collaboratif et 100% mobile. Ok, très bien, merci beaucoup Julien. Donc, on a la chance aujourd'hui d'accueillir le témoignage de Madame Doazan, donc qui est chef de projet utilisateur du système d'information du Fonds social européen à la DGEFP, donc Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, attachée au ministère du Travail. Donc aujourd'hui, on intervient opérationnellement parlant auprès de Madame Doazan. Bon, j'en dis pas plus. Peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur la DGEFP, le projet en particulier, et puis votre rôle au sein de cette organisation. Tout d'abord, bonjour à tous. Oui, donc la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle est placée sous l'autorité du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Donc, ses missions principales, c'est de concevoir et de mettre en œuvre les orientations du gouvernement en matière d'emploi et de formation professionnelle. Elle en construit le cadre juridique en concertation avec les autres ministères, les partenaires sociaux, les collectivités territoriales. Donc la DGEFP pilote et coordonne la mise en œuvre des dispositifs et en évalue les résultats. Elle assure notamment la gestion du programme national du Fonds social européen et de l'initiative pour l'emploi des jeunes en France. Et c'est dans ce domaine-là où je joue un rôle actif en tant que chef de projet utilisateur du système d'information qui gère l'ensemble des dossiers de demande de subvention FSE et pilote à travers des tableaux de bord la performance de mise en œuvre des fonds européens en France. D'accord, très bien, c'est un sujet terriblement d'actualité. Depuis la période du Covid, de la Covid, qu'est-ce que vous avez rencontré comme principale difficulté au cours de la mission FSE ou même plus globalement sur l'ensemble de votre périmètre de responsabilité, parce que ça va au-delà même du FSE? Alors, globalement, nous avons rencontré vraiment peu de difficultés techniques pour assurer la continuité de service de nos missions. Ce que je pourrais dire, c'est que les quelques obstacles auxquels nous avons dû surmonter sont des connexions VPN au réseau interne de la DGEFP, notamment pendant le confinement, étant donné bien sûr qu'il y a un engorgement de notre inattendu, des nombreuses connexions simultanées au réseau. Donc là, notre support ne s'attendait pas à ça. La plupart des agents possèdent déjà, avant la pandémie, un ordinateur portable qui est configuré par la DGEFP.
ce qui nous permettait déjà de travailler à distance. Alors moi-même, hein, j'étais en télétravail 1 jour par semaine depuis près de 2 ans. Donc c'est très intéressant parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit des problématiques d'accès au système d'information métier, etc. Et ça rejoint vraiment le propos du lien sur l'infrastructure minimum, notamment vous évoquiez le VPN, les connexions VPN, donc c'est des sujets qui paraissent basiques et pour autant qui ont un grand impact sur la continuité. Donc, du coup, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place en termes de pratiques de travail ou d'outils nouveaux pour justement arriver à faire évoluer? Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la DGFP, donc même avant la pandémie, nous utilisons Webex. Et donc juste avant le confinement, j'ai pu obtenir un compte Webex, ce que j'avais pas auparavant. Et donc ce qui m'a permis d'organiser sans délai des réunions à distance avec les interlocuteurs internes, mais surtout avec nos consultants Novéane. Donc il y a 4 consultants Novéane qui interviennent chez nous et notre équipe technique de maîtrise d'œuvre. Donc c'est la société qui maintient notre application métier. En revanche, la visio avec Webex ne fonctionnait et ne fonctionne toujours pas de manière optimale avec cet outil. Par contre, l'audio et la possibilité de partager des documents, en fait, ça suffit largement à faire avancer tous les sujets opérationnels. Donc, le fait de partager un document, de modifier en temps réel, et que tout le monde adhère à toutes les modifications en sciences, ça suffit largement. Et depuis cet été, nous utilisons aussi l'outil Zoom, ce qui rend encore plus optimal les webconférences, notamment pour le coup en termes de visio. Parce que c'est toujours bien de se voir sans masque. L'outil Teams, je sais que c'est très utilisé chez Novéane, et c'est aussi utilisé par notre maîtrise d'œuvre. Donc voilà. Et en termes d'outils collaboratifs, nous avons installé aussi avec l'aide de Novéane la plateforme UMI, qui héberge tous nos documents, donc les supports, les spécifications, les expressions de besoin, etc., de notre projet système d'information FSE. La DGFP nous a mis également à disposition Microsoft SharePoint, donc là pour pouvoir partager en temps réel tous les documents. Et c'est accessible à tous nos interlocuteurs externes, notamment consultants Novéane et notre équipe de maîtrise d'œuvre, voilà, pour pouvoir vraiment partager les documents en temps réel. Et dernièrement, là, la DGFP a mis à disposition aussi des ordinateurs portables à nos consultants, Novéane, ce qui leur permet d'accéder aussi à notre réseau interne de la DGFP, ce qui est vraiment beaucoup plus facile en termes de travail et de faire avancer encore plus vite les sujets. Et dans un cadre sécurisé, du coup, Oui, par la même occasion. Très bien, merci beaucoup. Donc, on voit qu'il y a un framework pour arriver à maintenir la dimension collaborative et le travail à distance, pour arriver à avoir cette fameuse continuité qui s'est installée, qui est en train de se roder. On voit et ça commence à prendre vraiment forme et à être extrêmement efficace. Justement, alors du coup, partant de ce point de départ-là, quels sont les prochains chantiers qui vont arriver à horizon 2021? Est-ce que le télétravail va devenir une nouvelle norme? Est-ce que vous allez déployer des nouveaux outils collaboratifs? Qu'est-ce que vous allez engager dans les mois à venir? Alors, donc nous, on a beaucoup de chantiers en perspective. Donc déjà, on a notre SI FSE 2014-2020. Donc, il faut savoir que nous, avec les fonds européens, surtout le FSE, c'est des programmations de 7 ans, donc c'est tous les 7 ans. Et celle de 2014-2020 donc, arrive à terme cette année. Donc on a notre application phare qui continue. On a toujours de grosses évolutions à mettre en place. Mais en parallèle de ça, on doit aussi construire le nouveau SI FSE 2021-2027. Donc c'est la nouvelle programmation définie avec la Commission européenne. Voilà. Et avec une nouvelle réglementation, nouveau règlement européen. Et donc, on a ce futur SI-FSE qu'il faudra mettre en place. Et surtout, on a la date d'échéance qui est l'ouverture de ce nouveau SI dès janvier 2021. Donc voilà, donc c'est vraiment deux gros systèmes d'information à mener en parallèle. Et en plus de ça, avec la conduite du changement, donc avec pour tout déploiement d'un nouvel outil, donc la conduite du changement est très importante. En termes d'outils, nous, la visioconférence restera fort probablement privilégiée pour mener tous nos travaux et communiquer auprès de nos utilisateurs. Donc là, jusqu'à la fin de l'année, c'est sûr, ça va être ça.
et très probablement aussi l'année prochaine. En tout cas, la DGFP, pour le moment, nous avons des directives de continuer à faire du télétravail 3 jours par semaine jusqu'à la fin de l'année, avec les mêmes outils que j'ai cités précédemment, hein, donc WebEx, Zoom, SharePoint, etc., et Winnie, bien sûr. Et puis, pour 2021, donc là, tout dépend de l'évolution du contexte sanitaire. Donc, on attend aussi d'autres directives d'ici là. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup pour ce retour. On sent que vous êtes bien préparé, même si 2021, c'est assez compliqué de savoir comment tout ça va évoluer, bien évidemment, mais en tout cas, vous êtes préparé à maîtriser cette continuité d'activité, à attaquer le futur système d'information qui va arriver à FSE 2021-2027 dans les meilleures conditions en termes de travail à distance et travail collaboratif. Encore une fois, 1000 fois merci pour ce témoignage. On va terminer donc avec Julien, peut-être avant de passer aux questions. Si donc de tous ces échanges, si on avait 3 principaux éléments à retenir, quels seraient-ils, Julien? Le premier élément, c'est vraiment d'anticiper au maximum et de prendre les devants face à ce défi de la transformation numérique qui arrive. La crise Covid 2019 a effectivement accéléré cette dimension, mais dans les retours, hein, dans les sondages que nous avons, c'est aussi les attentes de chaque agent ou de chaque salarié qui nous indiquent effectivement qu'ils veulent aller dans cette voie ou dans cette autoroute du numérique. Donc, mieux vaut prendre les devants que d'arriver dans une forme, je dirais, de contrainte par rapport à ce type d'élément. Le deuxième élément, c'est effectivement de définir de manière propre à chaque organisation votre culture du numérique. L'approche Novean, hein, je pense que vous l'avez vu à travers ce business case, ce n'est pas de calquer une feuille de route du numérique, la même pour une région à une autre ou d'une municipalité à une organisation du secteur privé, c'est de co-construire avec vous votre propre culture du numérique, avec une ambition plus ou moins importante, avec une périodicité ou un délai plus ou moins. Ça, c'est le deuxième élément. Et enfin, donc, avant de passer à la séquence questions-réponses, c'est effectivement d'adapter l'accompagnement quotidien avec des actions Goodwin pour effectivement cranter les réussites et imaginer un peu de flottaison, d'atteindre une cible envisagée à 3-5 ans. Voilà, s'il fallait retenir 3 idées, elles sont là sur ce slide. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va passer à la phase de questions. Alors, on a reçu une première question. Donc, comme c'est évoqué par Sébastien sur le fil de conversation, si vous avez des questions à poser par rapport au retour d'expérience de la DGEFP avec Madame Doazan ou par rapport à ce qu'a évoqué Julien, surtout n'hésitez pas à contribuer au travers du chat pour qu'on puisse y répondre. On a reçu dans les échanges privés, dans le chat privé, une première question qui est en gros combien de temps, quel est le délai moyen, quel est le délai moyen d'exécution de votre kit de continuité Covid-19 ? Est-ce que on est dans des horizons où il faut attendre 6 mois, 1 an pour le mettre en œuvre, ou dans quel espace-temps ça se réalise ? C'est effectivement une question intéressante qui est toujours difficile à répondre, parce que selon le type d'organisation, selon votre secteur d'activité, selon votre maturité numérique, le délai peut être du simple au double. Néanmoins, par rapport à notre expérience auprès de dizaines d'organisations, nous pouvons estimer qu'un délai raisonnable de 3 à 4 mois pour commencer à voir les premiers résultats, ce qu'on a appelé les actions couplées ou les actions à court terme, est une bonne échéance. 3-4 mois dans la vie d'une organisation, c'est quelque chose de très court, hein, quand on imagine un projet de transformation à long terme,
mais c'est quelque chose qui va être visible pour chacun et chacune de vos collaborateurs. Ouais, c'est assez intéressant. Donc, pour répondre à cette question-là, tu matérialises le fait que c'est pas juste la phase de diagnostic, c'est de plan d'action, c'est vraiment la mesure concrète de la valeur perçue, cette valeur ressentie d'ailleurs par l'ensemble des collaborateurs, agents, en fonction de si on est entreprise publique ou organisation organisation publique ou entreprise privée, c'est vraiment ce délai-là pour ressentir le changement et faire en sorte que ça s'opère et ça se matérialise, et pas uniquement le fait d'arriver à un plan d'action. C'est vraiment au fur et à mesure où vous construisez les choses, et donc cette valeur ressentie, on la ressent au bout de, en moyenne, tu évoquais 3-4 mois. Très bien. Écoutez, on n'a visiblement pas d'autres questions complémentaires, donc on va pouvoir clore notre webinaire du jour. Donc, pour rappel, l'ensemble des business cases qui sont déroulés sont toujours accessibles en replay, où vous pouvez vous y inscrire. Et donc, il nous reste à vous remercier pour votre participation à tous. Merci beaucoup, Madame Doizan, encore une fois. Et merci beaucoup, Julien, pour ce témoignage. Et on se retrouve pour les prochains webinaires. Ah, attendez, on va peut-être pas terminer, parce qu'en fait, c'est la surprise du direct. On a une dernière question qui est apparue, qui est donc, quelles sont les tailles d'entreprise dans lesquelles vous intervenez, et cela génère-t-il des approches différentes? Donc, tu as apporté déjà un premier élément de précision tout à l'heure, où tu disais effectivement qu'en fonction du contexte, le délai de ressenti de la valeur pouvait être modulé. Là, donc du coup, qu'est-ce que tu peux nous faire comme retour d'expérience en termes de taille d'entreprise et en termes de delta d'approche? Sur les tailles d'entreprise, aujourd'hui, par rapport aux prestations qu'on a déjà effectuées, on est sur des tailles qui vont de quelques centaines de salariés. Donc, je crois que la plus petite, on était à 400. 400 collaborateurs à plusieurs niveaux. L'approche qu'on a souhaité effectivement vous indiquer dans ce business case s'adresse à la fois à tout type d'organisation. On n'est pas du tout centré sur les entreprises du CAC 40 ou des ETI ou des PME. Ça s'adresse à l'ensemble des organisations, que vous soyez une organisation du secteur public ou du secteur privé. Ensuite, sur la deuxième question, est-ce que cela génère des approches différentes? Oui, clairement. Et j'en reviens par rapport au début du business case, par rapport à l'approche maturité numérique et diagnostic. Effectivement, si vous êtes relativement avancé dans cette autoroute du numérique, nous n'allons pas mettre les mêmes dispositions, les mêmes actions que si vous êtes au balbutiement. Oui, puis en termes d'accompagnement au changement, du coup, l'amplitude du changement en fonction de ces contextes à la fois de taille et de maturité font que ça génère une amplitude de changement plus ou moins grande, et donc un dispositif certainement qui est différent entre quelques centaines de personnes, où finalement c'est accessible à taille humaine, voire quelques milliers, où là pour le coup il faut avoir un dispositif plus démultiplié sur le terrain, ce qui ne veut pas dire plus de consultants, mais surtout plus proche du terrain pour arriver à remonter tous les signaux faibles de changement, d'arriver à les capter, de les traiter pour faire en sorte que ce que tu évoquais en termes de transformation numérique s'opère au plus près de l'ensemble des personnes. Et donc, effectivement, j'imagine qu'avec 1000 personnes ou 10 000, forcément, dans les cas que tu évoquais, ça a amené un dispositif un peu plus renforcé de ce point de vue-là. Je rajouterais aussi, par rapport à l'organisation aussi de votre société ou de votre organisation publique, même si la taille est identique, hein, par exemple, vous êtes une organisation de 1000 salariés, ça sera totalement différent si vous êtes 1000 salariés dans un immeuble, dans une tour, je dirais centralisé, ou si vous êtes complètement décentralisé sur une centaine de sites répartis sur l'ensemble du territoire. Effectivement, il faut aussi voir ce côté dispersion, ces dispersions géographiques qui a obligatoirement une incidence sur le côté maturité numérique et conduite du changement, puisque d'un site à l'autre, au sein d'une même organisation, on peut avoir des pratiques de travail qui soient totalement différentes.
Excellent, ouais, effectivement, la dimension géographique est une dimension à prendre en compte. Parfait. Bah, écoutez, j'espère que les éléments de réponse ont été apportés à la question de Philippe S. Monsieur Célan, et plus exactement. Et puis, bah, si pour vous c'est bon, on peut donc clôturer ce webinaire et vous souhaiter à tous une excellente journée et une belle continuité d'activité. À très bientôt.